Le PLF 2022 présenté ce lundi au Parlement, une séance plénière conjointe consacrée à la présentation du projet de loi de finances par la ministre de l'Économie et des Finances, une nouvelle feuille de route budgétaire qui table sur une croissance de 3,2% et qui apporte différents instruments de relance économique, comme nous l'explique dans ce reportage Oussama Al-Faqai. Il est 18h, la seconde séance plénière réunissant les chambres hautes comme base du Parlement peut commencer. À la tribune, Nadia Ftah Alaoui, ministre de l'Économie et des Finances, présente le projet de loi de finances 2022. Pour la ministre, la relance économique du Maroc doit prendre en considération bien plus que les effets conjoncturels de la pandémie. Cette crise pandémique ne doit pas servir de bouc émissaire pour dissimuler d'autres crises existantes bien avant la pandémie et justifier ainsi le retard des modèles économiques et sociaux des 10 dernières années. Depuis 10 ans, notre pays ne se développe pas à une cadence suffisante. Notre situation actuelle aurait pu être meilleure si nous étions mieux préparés à faire face à cette crise sanitaire. Il est nécessaire de faire la distinction entre la conjoncture et les cumuls des années précédentes qui nous ont rendus moins efficients dans notre réponse aux conséquences néfastes de la crise pandémique, particulièrement dans le volet social. Pouvoir d'achat, emploi, le volet social est intrinsèquement lié au volet économique, que cela concerne les entreprises fortes du royaume ou les jeunes qui se dirigent vers l'auto-emploi. Mais cette relance a un prix. Cette politique de relance économique ne peut se faire que dans le cadre d'une politique de déficit budgétaire. Et c'est la raison pour laquelle le projet de loi de finances a prévu quelques 245 milliards de dirhams comme investissement public. Le projet de loi de finances 2022 a pour objectif de consolider la relance de l'économie nationale à travers, bien sûr, l'opérationnalisation du fonds Mohamed VI pour l'investissement, la mise en place de la charte de l'investissement, l'amélioration du climat des affaires et la mise en œuvre de la loi cadre relative à la réforme fiscale. 245 milliards de dirhams prévus par le projet de loi de finances 2022 pour l'investissement public, soit 20% du PIB du Maroc. C'est certainement le chiffre qui résume le mieux la politique économique quinquennale que propose le nouveau gouvernement. Un budget important pour soutenir de nombreux projets infrastructurels et ainsi améliorer concrètement la vie du citoyen marocain. L'éducation a été placée au centre des préoccupations lors de la présentation du programme gouvernemental. Aziz Arnouch a ainsi annoncé un objectif ambitieux, faire partie des 60 systèmes éducatifs mondiaux les plus performants. Pour ce faire, le gouvernement a intégré une batterie de mesures dans son projet de loi de finances pour 2022. Yassine Azzez nous détaille le plan de l'exécutif dans sa chronique, le décryptage de la semaine. Yassine, bonsoir. Bonsoir Ihsan. Alors, quels enseignements peut-on tirer concernant le secteur de l'éducation dans ce nouveau projet de loi de finances ? Effectivement, Ihsan, on peut tirer plusieurs enseignements de ce projet de loi de finances en ce qui concerne l'éducation. Tout d'abord, on peut dire que le projet porté est très ambitieux. Il concernera les ressources humaines, mais également les infrastructures. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour le seul recrutement des enseignants, on parle de la création de 15 000 nouveaux postes. 2 000 autres postes seront créés. Ils seront dédiés aux membres du personnel d'appui pédagogique, mais également administratif. Le projet de loi de finances prévoit aussi de renforcer la formation initiale de façon continue des acteurs éducatifs. Pour cela, un montant de 500 millions de dirhams sera alloué. Évidemment, l'action gouvernementale ne concernera pas que le volet humain, comme j'ai pu le dire. En ce qui concerne le nombre total des infrastructures scolaires dans le royaume, 230 nouveaux établissements devront être construits. Une enveloppe budgétaire de 2,3 milliards de dirhams sera allouée à cet effet. En plus de la construction de ces projets, une enveloppe de 2,56 milliards de dirhams sera réservée à la remise à niveau des infrastructures et des équipements scolaires qui sont déjà existants. Et qu'en est-il, Yassine, de l'enseignement supérieur et de la recherche ? Là aussi, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, il n'est pas en reste, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque 6 nouvelles écoles supérieures de l'éducation et de la formation seront construites.
Elles permettront notamment l'augmentation de l'offre universitaire dans l'ensemble des régions du royaume. Les villes concernées sont Agadir, Bni Mellal, Jdida, Stat, Qnetra ou encore Oujda. En plus de ces nouvelles structures, le budget de l'État prévoit également de poursuivre le programme de remise à niveau de plusieurs établissements d'enseignement supérieur. On peut évoquer par exemple le cas des écoles normales supérieures de Rabat, l'ENS de Casablanca ou encore l'ENS de Fès, mais ce ne seront évidemment pas les seuls. Concernant le volet de l'innovation, dont on sait qu'il dépend largement de la recherche et du développement, eh bien au-delà de la dimension nationale, elle sera désormais tournée vers l'international. L'objectif, il est simple, renforcer le rayonnement des établissements supérieurs du royaume. Des projets de partenariat et de collaboration verront le jour avec plusieurs établissements, qu'ils soient dans la sphère et l'espace euro-méditerranéen ou bien sur le continent africain. En guise de conclusion, je pense qu'on peut affirmer que ce chantier à mener est colossal, mais qu'il correspond au programme électoral sur lequel la majorité a été élue. Désormais, le temps est à l'application de ce programme. Merci Yacine pour ce décryptage. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci Hassan. Tous les candidats qui ont participé aux différents scrutins qui ont eu lieu dans le Royaume ont jusqu'à 60 jours après l'annonce officielle des résultats définitifs pour déposer leur dossier, leur compte de campagne. C'est vers les cours régionales des comptes de leurs régions respectives qu'ils devront se diriger pour déposer leurs dossiers qui seront conservés avant d'être transférés à la Cour des comptes de Rabat. En amont de sa venue à la Cour régionale, chaque candidat devra prendre rendez-vous sur la plateforme dédiée. Plus de détails sur ce processus dans ce reportage de Yassine Azzaz et Soumiette Douhey. C'est ici, à la Cour régionale des comptes de Casablanca-Stade, que sont invités à se rendre les candidats de l'ensemble des scrutins qui ont eu lieu les 8 et 21 septembre ainsi que le 5 octobre dernier. Le dépôt des comptes de campagne se fait dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'annonce officielle des résultats définitifs. Le service du greffe s'assure de la préinscription du candidat sur la plateforme numérique et prend en charge les déclarations physiques via une application interne, sous pli fermé, des comptes et de l'ensemble des pièces justificatives du financement des campagnes électorales. Selon la Constitution, la Cour des comptes a pour mission de veiller à la vérification de la régularité des dépenses électorales, notamment à travers l'étude des sources de financement. Chaque candidat il reçoit un accusé de réception qui atteste de la nature et la date de dépôt. La cellule archive se charge par la suite de la conservation provisoire de ces comptes avant leur acheminement à la chambre compétente de la Cour des comptes. Les candidats sont ainsi invités à prendre rendez-vous sur la plateforme mise en place pour l'opération, et ce pour le dépôt des comptes accompagnés des pièces justificatives. C'est dans cette pièce que les documents seront précieusement gardés. Direction à présent l'Arabie Saoudite, où les travaux du sommet de l'initiative verte du Moyen-Orient ont démarré ce lundi à Riyad avec la participation de nouveaux chefs d'État et responsables gouvernementaux, dont le chef du gouvernement Aziz Arnouch qui représente Sa Majesté le roi Mohammed VI à ce sommet. Les détails avec Amina Benkhab. C'est dans cet imposant bâtiment qu'ont démarré les travaux du sommet de l'initiative verte du Moyen-Orient avec la participation du Maroc. Dans son discours d'ouverture, le prince héritier Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite a précisé les objectifs de cette rencontre, établir une feuille de route pour réduire les émissions de carbone dans la région. Et à ce niveau, le Maroc a une expérience riche à partager. C'est ce qu'a précisé dans son intervention le chef du gouvernement Aziz Arnouch, qui représente Sa Majesté le roi Mohammed VI à cet événement. Le Maroc a volontairement adopté une approche intégrée, participative et globale, reflétant les enjeux et objectifs de la stratégie nationale de développement durable, conformément à la volonté politique qui découle des orientations royales. Une stratégie qui vise la transition vers une économie verte en harmonie avec les efforts internationaux en la matière et conformément aux recommandations de l'instance internationale des experts du climat. Dans le cadre de sa contribution dans la réalisation des objectifs de l'accord de Paris, le Royaume du Maroc a élaboré une stratégie intégrée pour un développement à faible émission de carbone à l'horizon 2050.
Cette stratégie établit les grandes orientations des secteurs économiques pouvant réduire leur empreinte carbone, et ce en développement des énergies renouvelables. Le Maroc prévoit également le recours aux solutions basées sur la nature, la production d'une énergie propre et le développement de l'industrie verte, a rappelé Aziz Arnouch. Il a également parlé chiffres. Le Royaume a revu à la hausse son ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 45,5% à l'horizon 2030 au lieu de 42%. L'actualité internationale marquée également par ces fortes intempéries, l'Algérie et la Tunisie frappées par des pluies diluviennes qui ont entraîné d'impressionnantes inondations dans plusieurs villes. Les deux pays déplorent plusieurs victimes de ces précipitations inhabituelles. À Alger, ville la plus touchée d'Algérie, 3 personnes sont mortes. En Tunisie, les corps de 3 victimes ont également été retrouvés. Mais avant cela, cette nouveauté mise en place par le ministère de la Santé, le pass vaccinal provisoire, est désormais disponible depuis ce lundi. Il est téléchargeable directement après avoir reçu la première injection. Plus de détails avec Rizlan Taïbi. Mohamed n'a pas attendu longtemps pour se faire vacciner. C'est sa 2e dose et c'est son père qui l'a accompagné au vaccinodrome. Je préfère que mon fils soit muni d'un pass sanitaire pour ne pas avoir de problème. Depuis l'instauration du pass vaccinal obligatoire la semaine dernière, les vaccinodromes ne désemplissent pas. Je n'ai pas vraiment le choix, je dois me faire vacciner pour avoir un pass et circuler librement. Je dois me faire vacciner pour que je puisse faire les magasins et accéder aux administrations. Les laboratoires de photographie et les cybercafés connaissent aussi une grande affluence. Nous aidons les personnes vaccinées à obtenir leur passe vaccinal. C'est une opération facile. Il suffit d'avoir une carte d'identité nationale et de se connecter au site Liqah Corona. À partir d'aujourd'hui, même les personnes qui n'ont été piquées qu'une seule fois peuvent obtenir un pass sanitaire provisoire. La décision d'imposer le pass sanitaire a suscité de nombreuses réactions et une polémique même. Pour apporter des précisions et des réponses, le ministre de la Santé s'est exprimé aujourd'hui au Parlement. Je vous propose d'écouter Khalid Aïtstal. Le pass vaccinal n'a pas été adopté en tant que restriction, bien au contraire. Ce document officiel va jouer un rôle central pour permettre aux personnes vaccinées de reprendre une vie quasi normale, car la logique de prévention implique l'allègement des restrictions pour les vaccinés, qui constituent l'écrasante majorité dans notre pays. Le pass vaccinal favorise également la protection contre la propagation du virus à travers les personnes non vaccinées. En effet, plusieurs études scientifiques ont démontré qu'une personne non vaccinée est exposée au risque de décès 11 fois plus et au risque d'admission en réanimation 10 fois plus, et favorise la propagation du virus beaucoup plus que s'il était vacciné. De même, les études démontrent que la majorité des décès dus au Covid-19 concernent les personnes non vaccinées. Que permettra la mise en place du pass vaccinal? Cette mesure est-elle capable d'amorcer une relance économique? Des questions que l'on va tout de suite poser à notre invité, Joël Rué, économiste au CNRS, que l'on retrouve en direct de Paris. Joël Rué, bonsoir. Alors pour commencer, comment est-ce que vous évaluez la campagne de vaccination mise en place par le Maroc et sa généralisation? Bonsoir Yassine, je crois que vous posez 2 questions importantes. La première a trait à finalement à l'entrée dans une nouvelle phase du traitement de l'épidémie. On est aujourd'hui avec une profondeur de connaissance sur ce virus qui n'a plus rien à voir avec la phase initiale. Et le ministre le disait assez bien, finalement, dans la première phase, il fallait empêcher le virus de circuler, mais ce faisant, on empêchait les populations de circuler. C'était le confinement. C'était le confinement parce qu'on n'avait pas de vaccin et donc il fallait absolument, pour protéger les gens, en même temps éviter qu'il y ait une profondeur, je veux dire une base de l'épidémie qui soit importante. C'était le temps où finalement il fallait absolument écouter les épidémiologues. Aujourd'hui, on a ces vaccins. Il faut, je crois, plus écouter les virologues, non plus les épidémiologues, mais les virologues, parce qu'on sait que même avec des vaccins,
Les virus vont muter. Il y a plusieurs scénarios. Il peut y avoir des scénarios dans lesquels des virus mutants peuvent devenir très dangereux, très mortels. Et puis, il peut y avoir d'autres scénarios, peut-être plus doux dans un premier temps, dans lesquels les virus vont être moins mortels, mais aussi se diffuser plus largement, donc moins mortels mais plus virulents. Mais ce deuxième scénario n'empêche pas le retour au premier scénario. Donc, on s'installe, si vous voulez, dans une profondeur en temps, cette fois-ci, dans l'épidémie. Et là, il faut absolument, le ministre le disait, ressortir, relancer l'activité économique et l'activité sociale. De ce point de vue-là, les chiffres qu'il donnait sont tout à fait exacts en termes d'études scientifiques. Et, si vous voulez, ce que le ministre disait renvoie à deux choses. Renvoie d'abord à la meilleure protection des personnes. Lorsque vous êtes vacciné, vous êtes mieux protégé. Ça peut rester un choix individuel. Mais renvoie à une deuxième chose qu'on sait très bien dans une épidémie, c'est qu'il y a quand même une obligation morale à transformer son acte individuel en un acte collectif, parce que en me protégeant, je protège les autres. Ça avait été le sens, finalement, de la campagne de pays primo-vaccinants qu'avait lancé le Maroc. Et je crois que autant la première campagne de primo-vaccination avec les vaccins de l'époque avait été un succès d'engagement, autant aujourd'hui, avec des vaccins renouvelés, qu'une profondeur scientifique sur les nouveaux vaccins et puis sur les vaccins aujourd'hui disponibles, disons au Maroc, et puis les propagations limitées du Covid, et j'insiste, et donc le risque limité d'avoir des variants est très important. Alors, très rapidement, vous posiez aussi la question, Alassane, de la relance économique. C'est extrêmement important, à un moment, surtout dans l'histoire du Maroc, qui vient d'avoir un nouveau gouvernement, qui a un plan de relance très important, plus de 240 milliards de dirhams sur des questions structurelles. Ça a été rappelé par la ministre des Finances, Mme Alaoui. Ce plan vise pas simplement à rattraper le retard Covid, mais à transformer des retards structurels sur les 10 dernières années. Il faut absolument, dans ce contexte-là, que les gens puissent sortir, parce que sinon on ne mettra pas en œuvre ce plan, et puissent sortir en étant protégés et en protégeant les autres. C'est l'objet de ce pass sanitaire. Joël Ruet, merci d'avoir répondu à notre invitation et merci pour cet éclairage. Après la Jordanie et la Tunisie, les équipes du producteur américain Steven Spielberg s'installent à Fès pour le tournage de la 5e partie de la saga Indiana Jones. De nombreux quartiers de la ville ont été sélectionnés et relookés par les équipes. Le tournage, qui a commencé le 17 octobre, a déclenché une vraie dynamique économique. 7000 locaux ont été sollicités par les équipes de la production américaine. Il était interdit de filmer le lieu de tournage ou interviewer les équipes, mais nos caméras ont pu se glisser quelques minutes sur le site du tournage. Reportage Sarah Jabri et Alain Abdelhamid. Quartier barricadé, voitures allemandes anciennes bordant les rues et décors très atypiques. La scène intrigue de nombreux riverains. Et pour cause, c'est ici qu'est tournée une partie du 5e opus d'Indiana Jones. En raison du tournage, le quartier a été métamorphosé. C'est tout le bonheur qu'on peut souhaiter à la ville de Fès, de devenir un grand théâtre pour l'industrie cinématographique. Nous avons vu avec la production actuelle d'Harrison Ford pour son 5e opus Indiana Jones, plusieurs centaines d'emplois ont été créés. Près de 300 personnes composant l'équipe du tournage sont mobilisées sur le site, sans parler des figurants, techniciens et transporteurs touristiques locaux sollicités pour les besoins de cette grosse production américaine qui ne manquera sans doute pas de promouvoir la destination Fès à l'international. C'est un tournage qui provoquera non seulement des retombées économiques importantes sur l'activité hôtelière de la ville, mais permettra aussi de dynamiser sa visibilité et attractivité à l'international auprès des grandes maisons de production cinématographique. En attendant l'arrivée imminente de la star Harrison Ford qui incarne le rôle du héros et archéologue Indiana Jones, le tournage du 5e volet de la saga éponyme devra se poursuivre jusqu'au 7 novembre dans plusieurs sites de la médina de Fès.
Pour terminer cette édition, cette opération inédite, la ville de Washington compte ses chats pour la première fois. L'initiative de défenseurs des animaux et de scientifiques. Le projet nommé DC Cat Count a procédé à un vaste recensement des chats présents dans les domiciles et les rues de Washington. Une opération destinée à mieux comprendre les habitudes de vie des félins et à mieux s'en occuper. Au terme de ces 3 années de surveillance, pas moins de 200 000 chats ont été dénombrés dans la capitale américaine, dont la moitié vit dans un domicile et l'autre à l'extérieur, mais pas forcément sans aucun propriétaire. Avant de nous quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Le PLF 2022 présenté ce lundi au Parlement. Une séance plénière conjointe consacrée à la présentation du projet de loi de finances par la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Ftah Alaoui. Une feuille de route budgétaire qui table sur un taux de croissance de 3,2% et qui apporte différents instruments de relance économique.